Il y a dans la vie des personnes qui comptent. Il y a dans la vie des personnes qui comptent si fort pour nous. Dans la vie, chacun de nous a une femme qui compte. Une mère, une fille, une sœur, une épouse. La femme est au centre de notre vie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Ladies Break. Et oui, un échange entre femmes autour d'une femme de choix. On se retrouve dans un instant. Alors comme d'habitude, je suis entourée des voix du matin. Oui, à la matinale sur Sweet FM, le Sweet Morning, avec Juliana Tada. Bonsoir Juliana. Bonsoir Joyce, Oui. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Canal 2 et aux fidèles du programme Ladies Break. Vous parlez des voix matinales, mais n'oubliez pas de dire que c'est vous qui ouvrez la séquence vespirale à la télé tous les soirs. Tous les soirs, oui. Oui, quand il est question de talk show en direct sur les antennes Canal 2. Eh bien, merci d'être là encore une fois Juliana. Et je parlais des voix matinales. On a parlé de Sweet FM avec le Sweet Morning. Et on va parler de Canal Matin avec Soflane. Oh, bonsoir Soflane. Bonsoir Juliana, bonsoir téléspectateurs Soflane. chéris. Ça fait du bien de vous retrouver dans le cadre de Ladies Break. Des femmes qui papotent, qui discutent, qui disent des fois du grand n'importe quoi. Mais c'est aussi ça la vie. On n'est pas toujours sérieux. Sérieuse, voilà. Alors messieurs, mesdames, je pense que vous êtes installés, vous savez comment ça se passe. Mais Soflane, elle a toujours un sujet au centre. Avant qu'on ne reçoive notre invité, on va un peu en parler. Alors Soflane, qu'est-ce que tu as pour nous ce soir? Alors ce soir, on va s'intéresser au couple, deux personnes qui tombent fous amoureux l'un de l'autre et qui décident de convoler en juste noces. Le fait est légion. On s'unit pour le meilleur et pour le pire. On est presque persuadé qu'on sera très heureux dans sa propre maison avec l'élu de son cœur. Malheureusement, la vie n'étant pas toujours rose et il arrive que les mariés habitent carrément chez les parents de l'époux ou encore que les mariés soient obligés d'accueillir et d'héberger des membres de la famille. Alors mari et femme se retrouvent entre deux feux, des feux qui peuvent évidemment brûler, on va le dire comme ça, l'harmonie et bonjour la catastrophe conjugale. Et qui prend mari prend pays, qui prend mari prend belle famille, mais la cohabitation est-elle éblouissante? La cohabitation avec la belle famille est-elle un danger pour le couple? On en parle ce soir. J'ai pas envie de poser la première question à Juliana. Est-ce que c'est un danger pour le couple, cette cohabitation? Présenter comme vous l'avez fait, Soflane, ça peut faire peur. Mais moi, je suis d'avis que la cohabitation avec la belle famille ne devrait pas poser problème. Oui. C'est pas un danger pour son couple si on intègre que ça fait partie de certaines cultures et que on va dans une famille sans les préjugés. Cela ne devrait pas poser problème. D'accord. Joyce? Alors, le mot danger, je pense qu'il est bien placé.
De prime abord, je trouve que c'est un danger qu'il y ait quelqu'un d'autre que la femme et l'homme qui sont mariés dans leur maison, dans leur domicile. Ce n'est pas pour dire que la belle famille ne doit pas être là, mais le fait qu'il y a, je veux dire, des personnes autres que le couple dans la vie familiale à la maison, pour moi, je pense que c'est un danger. C'est un danger, mais un danger qu'on peut éviter si on fait certaines choses. Mais de prime abord, quand on regarde le sujet tel qu'il est, c'est un danger. Ça peut être aussi une amie qui n'est pas la belle famille, et pour moi, c'est un danger. Donc, pour moi, c'est pas spécifique de la belle famille, mais c'est un danger. Alors pour moi, ça dépend un tout petit peu de ce qu'on met dans le vocable belle famille. Oui. Si la belle famille, c'est un neveu ou une nièce, pour moi, ça me causerait vraiment pas de problème de vivre avec un beau neveu ou une belle nièce. Encore que il faudrait bien savoir à quel âge aurait ce neveu ou cette nièce-là et comment j'arrive un tout petit peu à conjuguer tout ça avec mon époux dans mon foyer. Maintenant, si la belle famille, c'est les parents de mon époux, j'ai envie de dire que les beaux-parents ont toujours une influence sur le couple d'une façon ou d'une autre. Moi, je parlais surtout des beaux-parents. Voilà, donc les beaux-parents sont là, évidemment, quand ils nous donnent un petit coup de main, parce qu'on ne peut pas faire ci ou faire ça, c'est bien beau, on est tout content, mais les beaux-parents aussi peuvent avoir cette influence, en ce sens que ces beaux-parents vont un peu essayer de réguler la vie du couple. Oui. Et là, ça devient un véritable danger, évidemment, pour le couple, puisque la femme se retrouve au centre de tout. Elle est jugée, elle a l'impression, ou bien elle est jugée ou elle a l'impression d'être jugée, tous ses faits et gestes sont calculés. Et si en plus vous avez une belle-mère qui, évidemment, est un tout petit peu, comment dire, très exigeante sur les bords, ça devient assez difficile. Et l'homme qui est leur fils et qui est le mari, des fois prend parti pour sa famille, et la femme se retrouve là complètement comme une étrangère. Dans ce sens-là, j'ai toujours envie de dire que ça pose un danger évidemment pour le couple. Imaginez un couple qui a un problème, on ne peut pas en parler librement. Je ne peux pas utiliser mes mots pour parler parce que vos parents sont juste à côté et que vos parents vont interpréter que c'est un manque de respect à mon époux ou bien que je suis un tout petit peu volage. Donc c'est assez délicat. Moi je pars toujours du principe que même vous avez du mal à vivre avec votre propre mère. C'est-à-dire que votre propre mère, celle qui vous a donné la vie, c'est difficile de vivre avec elle. C'est pourquoi je pense encore des personnes que vous connaissez pas vraiment, des personnes qui ont une autre éducation. Donc pour moi, très sincèrement, la cohabitation est un danger pour le couple. C'est pourquoi je pense que ce serait naïf de croire que parce que on a un proche parent ou alors un parent de la belle famille, de la famille de monsieur ou de madame, parce que celui-ci est jeune, vous parlez des enfants et autres, mais il y a des enfants qui sont chargés de mission, qui sont envoyés dans des foyers, contrairement à ce que vous pensez, et qui peuvent être plus dangereux que les beaux-parents. Moi je pars du principe que je peux mieux gérer un enfant chez moi que de gérer des adultes, c'est-à-dire les parents de mon époux. C'est plus facile pour moi de gérer un enfant qui a entre, je vais dire n'importe quoi, entre 7 et 18 ans, que de gérer des adultes qui ont donné naissance à l'homme que j'aime et qui vont me dire de quelle façon il faut que je prépare le sanga ou bien que je mette du ndolé au feu. Ou bien qu'un enfant de 7 ans qu'on met en mission qui va vous faire des choses inimaginables parce qu'on profite, la belle famille profite de sa naïveté pour faire un certain nombre de choses. Non. Moi je pense que si on va sur le principe de ce que entre êtres humains il existe des problèmes, c'est-à-dire que dans une famille entre frères et sœurs ça manque pas, entre les parents et leurs enfants ça manque pas. Je crois que si on va sur ce principe-là, on est à même d'accepter ceux dont on ne maîtrise forcément pas l'éducation et un certain nombre de choses. Si on évite de partir sur la base des préjugés, je crois qu'on peut facilement vivre avec les autres. Si vous voulez discuter, vous craignez pour votre intimité ou pour votre liberté dans votre foyer, je crois qu'il existe pour des couples qui s'aiment et qui discutent aisément. Je crois que les discussions sur l'oreiller à 4 heures ne sont pas inutiles. Je ne pense pas que quand vous discutez avec votre conjoint à ce moment-là, dans cette position-là, le tiers qui est dans la maison vous entend. À moins que vous soyez dans une promiscuité du point de vue de l'intimité, Juliana. Je pense que le danger va plus loin, c'est-à-dire que il peut ne pas avoir de guerre, de bataille. Tout peut bien se passer, mais
le couple s'éloigne sans s'en rendre compte. C'est de ce danger que moi je parle. Je ne parle pas d'un danger où on a des problèmes tous les jours à la maison, avec au centre la personne qui, l'intrus, entre guillemets, de la belle famille. Je parle des problèmes du genre, par exemple, la dame de la maison a accueilli son frère ou sa sœur, et elle n'a du temps que pour son frère et sa sœur, et son mari est de l'autre côté. C'est un danger à ce moment-là. Le danger, c'est pas toujours dans la bataille, dans la guerre. C'est parce que nous sommes rentrés dans un modernisme très très occidental, mais je crois même, et dans certaines sociétés occidentales, là c'est culturel, c'est-à-dire que vous prenez votre épouse et vous la ramenez dans votre famille. On vit comme ça, vous allez dans des familles de nombreux couples. Vous pouvez vouloir faire exactement le soutien du conjoint, faire les choses bien, mais le conjoint reste tiraillé par sa famille, c'est très très difficile. C'est vrai qu'en toute chose, il faut fixer des limites. Mais de prime abord comme ça, je peux vous assurer que c'est un danger pour le couple. C'est pas forcément un danger parce qu'on va dicter à la dame ou bien au monsieur comment vivre, comment faire, mais je peux vous assurer qu'il y a des moments où quand vous rentrez le soir fatigué, vous avez juste envie de vous sur votre canapé, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous vivez avec ces gens. Il y a des moments où vous avez juste envie de vous promener, je ne sais pas pour vous, mais ça m'arrive de promener tout nu dans ma maison. Il n'y a personne d'autre, mais j'ai des gens là, il faut que je les respecte. Ce sont des besoins naturels. Moi, mais franchement, pour moi, vivre donc, elle est en train de lister en fait tous les petits blocages. Je ne dis pas qu'il faut tourner le dos à la belle famille. On explique juste. J'explique un tout petit peu le processus. Il y a une différence entre le fait que ma belle famille vienne passer une semaine chez moi et le fait que je vive pratiquement des années avec ma belle famille. Quand vous allez passer une semaine, vous allez dire oh non, franchement, notre belle-fille, elle est bien, c'est flâne. C'est une semaine. Mais au bout de 2 semaines, non, elle se prend la tête, celle-là, on ne peut pas faire ci, on peut pas éviter ça, même si on n'est pas dans la même maison. C'est vrai, mais quand je dois vous subir au quotidien, l'éducation devient compliqué. Moi, je suis une jeune femme, si j'arrive chez vous et que je dois vivre avec vous, à un moment, je sens que j'ai besoin de vous laisser vivre votre intimité. Je peux prendre. C'est pas évident pour la belle famille. C'est pas toute la belle famille qui comprend justement des vacances et de laisser. Peut-être c'est pour ça qu'il faudrait. Après, certains n'ont pas le choix. Après, certains sont là parce qu'ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas les moyens d'aller ailleurs. Ils sont obligés d'être là et ça crée pas mal de guerres. Moi, je peux vous assurer qu'il y a plusieurs couples qui ont volé en éclats quand vous leur demandez mais qu'est-ce qui s'est passé. Ils savent pas forcément ce qui s'est passé. C'est juste une accumulation de plusieurs choses avec la famille qui était juste là, avec les uns et les autres qui donnaient des conseils, et le monsieur qui a peut-être pris parti pour sa famille et qui a lésé sa femme à un moment donné. Et donc du coup, qu'est-ce que vous voulez? On a fait la catastrophe. Bon, à chaque fois tu prends l'exemple de la femme qui s'est sentie délaissée, mais il y a aussi des hommes. Hein. Bah oui, il y a aussi des hommes. Moi j'insiste sur l'éducation à la base, c'est-à-dire que si vous êtes des étrangers, c'est pas que la belle famille soit constituée d'étrangers, mais vous arrivez dans un foyer constitué d'un homme et d'une femme, vous qui êtes autour, vous n'êtes pas leurs enfants, vous êtes des étrangers. Je mets cela entre guillemets. Alors quand on est bien éduqué, on doit dialoguer. C'est-à-dire qu'à un moment, le couple met sa famille à terre et lui dit, écoutez, nous on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça, mais à un moment, on a besoin d'avoir un cadre qui soit le nôtre. Mais à partir du moment où on fixe des règles comme ça, c'est donc un danger, c'est pour éviter, c'est ça, non? Il faut déjà accepter que de prime abord, ce n'est pas évident. Bon, dans la vie, il n'y a rien qui soit évident. Voilà. Mais je peux vous assurer que c'est assez compliqué de vivre avec la belle famille, la cohabitation pour moi. Dans tous les cas, on va parler, on va aider les personnes qui pensent, hein, tout à l'heure. Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est d'accueillir notre invité, si vous le permettez, mesdames. Bien sûr. Allez, ladies, après ce jingle, nous accueillons Mireille Fomekon. On est vraiment ravis de t'avoir parmi nous ce soir et on espère qu'on va passer un très bon moment. Aussi, je l'espère. Vous allez bien, Mireille? Ça se voit que ça va bien, ça se voit. Il y a l'embonpoint, il y a une belle présence, je crois que ça va. D'accord. Je ne sais pas si l'embonpoint c'est un compliment, mais...
c'est pas grave. Ce sont des faits en tout cas. Ça se voit que, D'accord. Comme ça. Alors, Juliana, un petit mot pour Mireille? Oui, alors Mireille, on sait que vous êtes une dame une dame au fort caractère, dont le franc-parler a su forger l'aura, tout comme le professionnalisme avec lequel vous avez mené votre agence de communication à 16, dont l'implémentation physique s'apprête à rejoindre la renommée internationale. Bienvenue donc à Ladies Break. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir. Et moi aussi, je suis heureuse d'être là. Merci. Soufflet? Alors, quand moi je regarde Mireille Fabricant, que je connais depuis quelques années déjà, je vois une jeune femme qui est très très déterminée, qui sait où elle va, qui a la tête sur les épaules et qui n'a pas peur, ou bien qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Elle dit ce qu'elle pense maintenant, vous aimez, vous n'aimez pas, elle l'a dit, elle a ses objectifs en tête et elle fonce. Maintenant, quand vous la voyez sourire, vous êtes sûr que c'est une femme qui est très très douce. Oui, peut-être très douce dans l'intimité. Mais j'ai pu vous assurer qu'avec ses collaborateurs, ça vole très très haut. Oh. Alors Mireille, moi quand je la vois, je vois un modèle de femme, je vois une battante qui va jusqu'au bout des choses qu'elle met en place, qui veut à tout prix arriver à être la première à l'arrivée, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Être la première à l'arrivée? Oui. À avoir 20 sur 20? Je n'ai jamais pensé à ça en fait. Non. 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 Par contre, on voit dans vos actes, dans tout ce que vous faites, comme si vous cherchiez à vous surpasser. Disons que le dépassement de soi fait partir de mon ADN. Disons que le mot impossible, je considère qu'il ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et donc la volonté de se dépasser tous les jours, j'en ai fait une doctrine de vie. C'est-à-dire que pour moi, repousser les limites, ce n'est pas une vaine expression, c'est vraiment quelque chose que j'applique au quotidien. Je l'applique même, pour vous dire, physiquement sur moi-même. Moi, je suis née plutôt ronde, donc j'ai des problèmes. Aujourd'hui, on dit avoir des problèmes de poids, mais en réalité, vous parliez tout à l'heure des Africains, les femmes rondes font partie des préférences, dit-on. Oui. Mais moi, je me bats contre mon poids, parce que le poids aujourd'hui, c'est aussi des problèmes de santé. Je me bats contre ça depuis que je suis toute petite. Donc, la décision, le fait de décider, de remettre en cause les choses établies, c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est pas juste une posture, c'est pas quelque chose. En tout cas, on est très heureuse de vous avoir ce soir. On va pouvoir s'intéresser un tout petit peu à votre parcours, un parcours qui est super riche, on va le dire. D'accord. Oui, super riche, puisque vous avez décidé de lancer votre entreprise, ça va faire 10 ans. Presque 12 ans maintenant, presque 12 ans maintenant. Mais avant de lancer votre entreprise, vous avez été dans plusieurs structures où vous avez marqué les uns et les autres par votre façon de travailler. Alors toute jeune, qu'est-ce qui vous a véritablement motivé à rentrer dans ce milieu-là? Vous aurez pu faire autre chose. Mon père voulait que je sois avocate. Waouh, carrément. Oui, mon père rêvait. Ça aurait été pas mal, non? Elle aurait pu. Mon père rêvait pour moi du barreau, de la magistrature, et moi aussi je me suis fondue. J'étais amoureuse de mon père, comme toutes les petites filles, donc je me suis fondue dans ses désirs pendant très longtemps. Après, comment vous dire, ça s'est imposé à moi. Moi, j'ai toujours été très précoce. Je me trouvais au lycée de Newbell. Mes camarades qui me regarderont s'en souviendront. Je venais d'arriver dans le sud Cameroun et j'étais en terminale. Je suis rentrée en terminale à 16 ans. Ce qui, à mon époque, était quand même quelque chose d'exceptionnel. Moi, j'ai toujours été plutôt une enfant très précoce. Et donc, si vous voyez mes camarades de classe du lycée de Newbell, pour la plupart, elles avaient 3, 4 ans, 5 ans, parfois 6 ans de plus que moi. C'était plutôt ça la norme. Mais moi, j'ai malheureusement ou heureusement, par le fait de mes enseignants, sauté des classes parce qu'on me disait que j'étais en avance. Ça s'est imposé en moi quand j'ai raté le bac 2 fois.
Vous savez, quand vous êtes, on vous dit à chaque fois que vous êtes le numéro 1, oui. C'était une surprise pour tout le monde. Je l'ai raté une seconde fois. Et là, ce que j'avais envie de faire, c'était imposé à moi. Je me suis rendu compte que je m'intéressais très fortement au métier de la communication. Pour être tout à fait honnête, au journalisme. Oui. J'étais passionnée par le journalisme, déjà par les chaînes de télévision françaises, mais aussi par les chaînes locales. J'étais amoureuse d'Oden Doumbé que je voyais à la télévision, de Didier Auty, un peu dans une moindre mesure de Zachary Niemann, et moi j'avais envie de ressembler à ces gens-là. Et puis il faut dire, j'ai toujours été une amoureuse de la culture, donc mon père me faisait lire déjà beaucoup, et donc le journalisme s'est imposé à moi. C'était vraiment ce que j'ai... Dès la classe de terminale, j'écrivais dans le club journal du lycée. Et puis je suis allée à une soirée où je représentais toutes les terminales de la ville de Douala, très jeune, et c'était animé par un certain Didier Auty. Voilà. Vous êtes engagé dans des études de droit? Oui. C'est-à-dire que vous avez commencé par la com, vous êtes engagé dans des études de droit pour revenir dans... Non, je n'ai pas commencé par la com. Je veux dire au lycée... J'ai commencé en fait à faire des piges comme journaliste, c'est prétentieux. Oui. À l'époque, ils appelaient ça la CRTV, collaboratrice extérieure. Oui. En réalité, c'était pas journaliste, j'étais animatrice. Oui. C'est pas exactement la même chose. Mais moi, ma passion était là. J'étais à la radio, voilà. Et je vous assure, un bonheur ineffable. J'ai pu rencontrer Daniel Zokambassa. J'ai travaillé avec Daniel Zokambassa. Et des Daniel Zokambassa, il faudra attendre, à mon avis, 50 ans pour en avoir. C'est vrai. Honnêtement, Jocelyne sait de quoi je parle, parce que je crois qu'on a des parcours qui sont pas très différents. Et pendant que je faisais ça à la radio, j'ai rencontré vraiment de très belles personnalités. J'ai rencontré Oden Doumbé, j'ai rencontré Solange Aïcha, qui était performante, excellente au micro. Ces personnes, je leur dois beaucoup parce qu'elles m'ont ouvert les bras. Vous vous rendez compte, ouvrir les bras à une lycéenne de 17 ans, c'est... parce que j'avais 17 ans, j'avais déjà raté le bac une fois. Donc peut-être que je cherchais aussi un cache-sexe pour mes échecs scolaires. Voilà, donc oui, c'est vrai que parce que mon père me mettait une pression énorme, mon père m'avait dit, si tu ne fais pas des études de droit, je vais considérer que tu n'as pas fait d'études. Waouh. Donc je me suis inscrite en fac de droit, je dirais comme 8 étudiants sur 10. Mais j'étais passionnée plutôt par les sciences politiques. Mais pour faire les sciences politiques, il fallait faire du droit. Donc voilà, j'ai fait des études de droit jusqu'en 2e année, mais en même temps, j'ai donc attaqué la presse écrite dès que je suis entrée en fac de droit. J'ai écrit à Pissunjawe pour lui dire que je voulais faire des piges. J'ai commencé à signer des papiers au Messager. J'ai commencé à fréquenter le microcosme de la presse. Et puis je suis entrée au Manidem, donc pour vous dire que j'ai toujours été engagée. D'où vous êtes venu à cette rigueur dans l'écriture? Oui, la presse écrite. La presse écrite. C'est une grosse école de formation. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. La presse écrite, il faut le dire très clairement, c'est la meilleure école si on veut être rigoureux dans les métiers de la communication. Si on veut écrire du français. Voilà. Je pense que c'est la meilleure école. Et de ce point de vue, moi je rends hommage à quelqu'un qui malheureusement est décédé, qui a été mon premier rédacteur en chef, Thomas Eyumanto. Je me rappelle une fois, j'avais créé une rubrique qui s'appelait Dicalo au féminin. Vous savez, vous avez 20 ans, j'étais très sûre de moi. J'interviewais Alice Mko, j'interviewais Kawala, des gens comme ça. Et j'étais persuadée d'être le Graal, d'avoir touché le Saint Graal. Donc j'apporte tout mon dossier, rédigé et tout. Il prend, il lit et puis il fait, c'est quoi ce torchon? Oula. Et il a fait ça. Mais avec sa cigarette. Tom, et il fait, maintenant ça suffit, au lieu de faire la belle dans les couloirs, va t'asseoir, les 5 questions de référence, les ceci, va t'asseoir et tu travailles. Mais ça, naturellement, il y a eu de bonnes conséquences après. Oui, Thomas Eyumanto, c'est plutôt une belle école, c'est plutôt une belle époque. Je pense qu'il est parti très tôt. Il aurait apporté beaucoup à certaines personnes qui écrivent aujourd'hui. Quand vous prenez aujourd'hui la presse écrite, je ne veux pas me passer pour une redresseuse de tort, mais à l'époque... beaucoup de torchons. Non, honnêtement, on était quand même un peu plus rigoureux. Je ne suis pas une nostalgique du passé. C'est peut-être dans tous les domaines, ça. Hein. On était quand même un peu plus rigoureux. Donc oui, j'ai fait la fac de droit jusqu'en 2e année. Et j'ai arrêté en 2e année parce que j'ai bénéficié d'une bourse pour aller en France. Disons que moi, j'ai plutôt eu un parcours qui a été à la fois fait, je dirais, d'audace
de chance, il faut dire les choses comme elles sont, de chance, parce qu'à l'époque, il y avait aussi d'autres jeunes comme moi qui n'ont pas bénéficié de cela. J'ai bénéficié au même moment d'ailleurs que quelqu'un que vous devez bien connaître qui s'appelle Alex Siwe. Oui. Nous avons bénéficié exactement de la même bourse auprès du ministère de la Coopération. Donc je suis allée en France dans une école qui s'appelle le CFPJ, me perfectionner. Parce que je n'étais pas journaliste. Et alors je vais vous étonner, quand je suis revenue au Cameroun, j'étais très fière de mon fait, puisque je travaillais pour un groupe qui s'appelait Équateur Media Group. Très fière. Vous savez, il y avait à l'époque l'antagonisme entre journalistes formés et pas formés. Et moi qui avais commencé par... Ça existe toujours. Ça existe toujours. Et moi qui avais commencé sur le tas, j'étais très fière de... C'est à peine que je me baladais pas avec ma carte de France là-dessus. Alors, Mireille, si vous le voulez bien, on va parler de communication. Oui. C'est ce que vous faites depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, dites-nous, quelle est la vocation réelle d'une agence de communication? L'univers de la communication étant vaste, on va le dire, et parfois très nuancé, on a l'impression que le fait pour n'importe qui, je veux dire, de se frotter à ces métiers-là peut faire de lui un professionnel en la matière. Écoutez, là encore, je vais me faire beaucoup d'amis. Et peut-être des ennemis aussi. Non, c'est ce qu'elle veut dire en fait. C'est ça, c'est exact. Je vais vraiment me faire beaucoup d'amis, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça tout le temps. Oui. Vous savez, moi, en ce moment, je travaille en étroite collaboration avec l'Ordre des médecins. Surtout, ne me demandez pas quel est le lien. Vous allez le voir. Et le président de l'Ordre des médecins m'a dit quelque chose de stupéfiant. C'est que vous avez plus de 30% de faux médecins qui existent. Ouais. Je ne sais pas si vous comprenez le parallèle que j'essaye de vous faire. Oui, on voit bien. Vous vous rendez compte que dans la médecine, c'est quand même quelque chose qui touche à la vie. C'est quelque chose d'assez dangereux, c'est quelque chose qui doit être codifié, réglementé, surveillé, parce qu'il s'agit de la vie des gens. C'est clair. Vous vous rendez compte que dans la médecine, je ne sais pas si vous réalisez, vous avez de faux médecins. À plus forte raison, dans un métier d'accès, d'apparence facile. Oui. Les gens dans notre pays ont cédé à la facilité. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai appelé mon entreprise A16. A16 en français veut dire effort, veut dire se dépasser, veut dire se renouveler. Nous avons cédé à la facilité. Vous avez un certain nombre de personnes qui pensent qu'effectivement, la com, c'est la facilité. C'est un métier. Moi, je vous dis, il y a 23 ans, j'étais journaliste et j'ai décidé, 3 ans plus tard, de changer de métier quand j'avais 22 ans, quand je suis rentrée au Cameroun. Et j'ai eu la chance de tomber sur Nelson Macan et Bernard Azria, André Montauban m'ont offert la meilleure formation possible pour comprendre d'abord la publicité. Je suis rentrée comme concepteur-rédacteur. Il faut comprendre le marque. J'ai commencé par la publicité. Et ensuite, pendant que j'étais dans le métier, je me suis dit, mais il faut que je m'ouvre au marketing. Entre-temps, ce que je dois vous dire, c'est que moi, quand je suis rentrée d'Europe, mon père, qui estimait que ce que j'étais allé faire en France ne représentait rien, m'a obligé à refaire des études de droit, à finir mes études de droit. Oui. Je suis descendue d'avion et 1 semaine plus tard, je suis allée vivre à Tchang. C'est pour ça que je vous dis, j'ai un parcours plutôt atypique. Moi, j'ai vécu à Tchang, parce qu'en plus, il y avait un ami de mon père qui s'appelait le regretté professeur Roger Gabriel Lep, qui m'a accueilli en fac de droit à Tchang. J'y suis restée, je crois, 1 an et demi, le temps de faire une licence, et puis de repartir, parce que je n'avais pas de licence. Et quand je rentre dans la pub, j'ai appris les codes, les usages, les différentes théories. Vous avez des doctrines quand même en matière publicitaire. Et c'est pas en un matin que vous les apprenez. Donc moi j'ai appris. Et 3 ans plus tard, parce que après Nelson, je suis allée chez Panafcom, Young et Rubicam, je me suis dit, il faut que je découvre ce métier au plan théorique. Donc j'ai décidé d'apprendre le marketing. Je me suis réinscrite à l'ESSEC. L'ESSEC c'est pas très compliqué d'apprendre. Hein. Dites-nous, comment vous réussissez à convaincre ces grosses structures qui vous confient carrément des campagnes, des campagnes qui font envie aux autres. Donc, justement, il est souvent aussi question du niveau où on est prêt à faire des compromis. Du moins, c'est ce que l'imagerie populaire pense. Alors, vous avez près de 2 décennies de pratique. Qu'en est-il concrètement pour vous
est votre agence à 16? En fait, ce que vous n'osez pas me demander, c'est est-ce que je suis dans un cercle de réflexion bizarre? Oui, oui, exactement. Exactement, c'est exactement ce que oui, ça fait partie. Je vais vous dire, je suis une femme cash. Je ne suis pas franc-maçonne. Première réponse. Je ne suis pas lesbienne. Deuxième réponse. Je n'appartiens à aucun cercle ésotérique. D'abord, je vais vous dire, un jour ma mère m'a dit, si je connaissais un cercle ésotérique, je leur dirais, surtout ne prenez pas ma fille. Parce que façon qu'elle bavarde, elle va tout dire. Donc la réponse est claire. Donc je pense que c'est assez clair. Ouais. Maintenant, maintenant, il faut arrêter de faire croire aux petites filles, aux jeunes garçons de ce pays qu'il faut être homosexuel, il faut être je ne sais pas quoi pour s'en sortir dans la vie. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et j'ai la chance d'être sur votre plateau, qui est une émission populaire, et j'ai envie de dire que vous avez 3 leviers si vous cherchez à réussir dans la vie. 3. Le travail et encore le travail. Moi, je vous le dis clairement, quand on sort d'une école, que ce soit en communication ou en marketing, on n'est pas prêt ni pour créer, ni pour diriger une agence. L'autre ingrédient que je vais essayer de partager avec vous, c'est la patience dans la vie. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes femmes à 22 ans veulent rouler avec des 4x4. Ce n'est pas possible. Dans la vie, il faut franchir des étapes. D'ailleurs, l'apprentissage fait partie même de la vie. Il faut l'accepter. On ne se lève pas un matin et on a une belle maison. Moi, je suis directrice d'une agence qui, il est arrivé des années où on a fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Je vous dis bien plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Moi, je n'ai pas d'immeuble, je n'ai pas de château, je n'ai pas de maison. Mais je suis très fière de diriger une entreprise avec 32 personnes, donc à peu près 18 cadres, de gens qui sont payés tous les mois. Quand vous dites des cadres au Cameroun, vous parlez de gens qui ont plus de 400 000 francs par mois. C'est ça ma vraie fierté. Donc il ne faut pas... Je ne peux pas regarder des aînés, j'ai des grandes sœurs dans mon métier qui ont des immeubles à Bonanjo, qui ont je ne sais pas quoi. Ce n'est pas moi mes objectifs dans la vie. Il faut être patiente, il faut aller doucement. Il ne faut pas se dire, Mireille Fomécan, je suis à la tête d'une entreprise qui gagne des budgets grâce à la Team A16. Grâce au travail d'une équipe. Ce n'est pas le travail de Mireille Fomécan, c'est le travail de toute une équipe. Je m'en voudrais comme ça de spolier et de voler le travail de 32 personnes. Comme quoi on peut y arriver sans se compromettre. Eh oui, on peut y arriver. Alors, moi j'y crois. On va marquer une pause pour regarder le reportage de Juliana. Juliana, nous sommes déjà à Women Together et tu es allée à la rencontre d'une association. Vanessa Bédine est à la tête d'une association assez forte. Ce sont des femmes handicapées, amputées, qui ont refusé de se cantonner au rôle de coiffeuse, colboxeuse, ces petits métiers réservés, entre guillemets, on a plutôt l'impression. Voilà. Donc, il y a quelques jours, le 9 décembre dernier, à Aqua Palace, elles ont organisé la 2e édition de Miss Handi. Il fallait valoriser la femme handicapée. Et à la manœuvre, une jeune dame, Vanessa Bédine. Je vous invite plutôt à découvrir ces femmes, on va le dire, d'un autre genre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de... Tout commence par l'hommage à la nation dans l'exécution de l'hymne national, symbole de l'égalité de tous, valides, handicapés, hommes et femmes, devant notre destin commun qu'est le Cameroun. C'est avec beaucoup d'émotion que la promotrice Vanessa Bédine lance les hostilités par un discours qui appelle à la considération et la prise en compte de la force des personnes handicapées. Nous avons décidé de nous battre dans la société, dans la vie, parce que nous sommes déterminés à changer la condition des personnes handicapées. Après quoi, les choses attendues se mettent en branle avec la présentation des filles en compétition qui ne manquent pas d'afficher les atouts pour faire d'elles au bout de la soirée
les potentielles Miss Cameroun 2017. Au bout du compte, c'est Laura Tokodieu qui, à la suite des votes sur la toile et du plébiscite du jury, est donc faite femme handicapée la plus belle du Cameroun. À l'issue de l'élection Miss Handi Cameroun 2017 tenue le 9 décembre dernier à Aqua Palace Hotel. Mais tout ne commence pas là. Il faut revenir quelques années en arrière pour comprendre la motivation et la ténacité de Vanessa Bédine, sa promotrice, à changer l'image que renvoient les handicapés dans la société. Comment m'est venue l'idée de créer l'association ARASD? Un jour, je suis allée à la délégation départementale des affaires sociales pour ma carte d'invalidité. Et j'ai demandé à la dame, comment on fait pour avoir les cadeaux? Je vois toujours comment on donne les cadeaux là-bas à la télé. Comment on fait pour avoir ma part de cadeaux? Elle dit que c'est simple, inscris-toi dans une association. J'ai dit que ok. Après, elle dit, ma fille, viens. Je vois en toi un potentiel d'être présidente. J'ai dit, comment ça? Elle dit que oui. Ta façon de parler, ta façon de voir les choses, tu peux être une bonne présidente. Que va rassembler les handicapés, fait une association. La petite Vanessa, dont l'histoire a ébranlé le Cameroun il y a un peu plus de 20 ans, a été la triste star du programme social Solidarité, diffusé sur la télévision nationale à l'époque, alors qu'elle n'avait que 7 ans. L'insouciance de l'enfance a été fatale pour elle. Alors qu'elle jouait tranquillement près du chemin de fer, elle a eu le malheur de laisser traîner ses jambes sur les rails et l'irréparable s'est produit. La Vanessa nationale a bien grandi et n'a, en dépit de tout, jamais perdu le sourire. D'ailleurs, son combat consiste à repousser toute attitude condescendante de la part de potentiels soutiens. Nous appelons ici tous les sponsors à venir nous soutenir, pas par pitié, mais par mérite, parce que nous le méritons. Ne dites pas que c'est encore les handicapés. Tout le monde est un handicapé qui s'ignore. L'association des handicapés pour la solidarité et le développement, en abrégé ARASD, dont elle formalise l'existence en 2015, après quelques 4 années dans la clandestinité, rentre, comme quelques-unes déjà existantes, dans le contexte associatif complexe au Cameroun, surtout quand il est question de mettre ensemble les personnes handicapées et leur donner un contenant efficace. La condition visuelle des autres sur leur physique a contribué à entretenir leur réserve. Au-delà de l'aspect physique et de la reconnaissance des talents des personnes handicapées, ces associations se battent comme elles peuvent pour donner une base solide à certains. On aide d'abord les jeunes handicapés à aller à l'école. On forme la formation, couture, coiffure, etc. dans les petits métiers. Titulaire d'une licence en réseau et télécommunications, faute d'emploi, Vanessa Bédine s'est investie dans l'informel et gère avec ses sœurs un petit commerce à Douala. Sans demander l'aumône, elle appelle l'État à assurer l'un de ses rôles régaliens, à savoir créer des conditions adéquates d'encadrement qui prendraient en compte la situation de la personne handicapée. Les sponsors sont réticents, l'État doit nous accompagner, ils doivent nous soutenir parce qu'on a vraiment besoin de soutien. On a besoin d'être comme Miss France. Qu'on soit content, on dit que oui, le président nous a accompagnés. En fin de compte, malgré les caprices de la nature, Miss Handi Cameroun 2017 n'a pas manqué d'apporter un éclat particulier à notre pays en cette fin d'année, et c'est avec une émulation saine que la fête s'est refermée. Voilà, de retour sur le plateau. N'oubliez pas, nous sommes en compagnie de Mireille Faumécon et vous avez vu un super reportage de notre chère Juliana. Est-ce que vous vous rappelez de l'association qu'on a eue à la première édition de Ladies Break? Toujours une association des femmes handicapées, mais c'était l'association des femmes handicapées pour l'intégration totale au développement, oui, qui est au kilomètre 5 à Douala. Et bien, figurez-vous que grâce à notre émission, celle qui est passée, il y a eu donc des personnes qui ont décidé d'aider ces femmes. Justement. Et qui sont en train de reconstruire leur siège au kilomètre 5. Je voulais qu'on dise merci à toutes ces personnes. Bravo. Et que voilà, les femmes auront désormais en siège pour se rassembler pour travailler. Voilà. Moi, je n'aime pas garder la joie à moi seule.
et nous avions jubilé. Mais j'ai dit, il y a les médias qui nous ont valorisés. Il faut que ces médias soient interpellés pour voir aussi quand même que les choses sont en train d'évoluer. Il ne faut pas qu'on vienne seulement trouver que c'est fini. Donc nous remercions votre présence ici aujourd'hui. Oui. On est arrivé à notre moment, c'est le moment de la surprise. Oui. Vous avez une surprise, Mireille? Ça sent le nom. Mais on n'y peut rien, c'est comme ça. On n'y peut rien, c'est une règle de cette émission. D'accord. Bon, c'est une belle surprise. Hein. Ce sont des belles surprises. Ouais. Il faut juste regarder. Regardez là en face, oui. Est-ce qu'on est prêt de l'autre côté? Est-ce que Mireille peut avoir sa surprise ce soir? On y va? On y va. Mireille, c'est une amie et j'assume ce parti pris-là exactement comme elle assume me concernant. Et c'est une amitié qui date de plus de 20 ans et qui s'est transformée carrément en fraternité. Mireille est une femme extrêmement intelligente, déterminée, très apparemment intuitive, mais très focalisée dans tout ce qu'elle entreprend. J'ai remarqué que l'une de ses forces et de ses qualités, c'est la capacité à constituer des équipes multidisciplinaires et de les encadrer. Jeune ou pas jeune, Mireille est une fédératrice. Beaucoup de femmes n'ont pas, beaucoup de personnes en général, mais des femmes en particulier n'ont pas cette qualité-là. Ma sœur, je te dis que même si ces jours-ci, on ne se voit pas beaucoup, on se parle beaucoup plus au téléphone, pourtant on est dans la même ville, tu sais que je te porte profondément dans mes pensées. Oui, avec Mireille, je crois qu'on a eu l'occasion de se croiser dans un certain nombre, principalement dans une boîte. Pas longtemps, mais on avait gardé de très très bons rapports, ce qui fait que j'ai un peu suivi son parcours professionnel lorsqu'elle a décidé de quitter la presse pour passer dans la publicité. Et l'image que je garde d'elle, c'est l'image de quelqu'un qui a la tête sur les épaules. J'ai rarement connu Mireille comme, c'est peut-être péjoratif ce que je dis, comme une femme. C'est vraiment quelqu'un de caractère qui ne fait aucun complexe. Quand elle peut être parmi un millier d'hommes, ça lui pose aucun problème. Elle est là pour le côté professionnel et elle ira jusqu'au bout de ses idées. Bah écoute Mireille, je crois que j'ai déjà dit assez de mal de toi comme ça, je vais pas continuer, donc je vais laisser la suite à d'autres. Mais par contre, je souhaiterais que tu sois moins présente sur Facebook, par exemple. Je trouve que tu y es tous les jours. Bon, c'est vrai que tu interviens sur des sujets importants, mais bon, est-ce que, avec ce que Facebook est en train de devenir, est-ce que, bon, je te laisse tout à fait juge. Je sais que tu as la tête sur les épaules et que tu ne fais que ce qui est bien. Ben, continue dans ce sens. Et à très très bientôt.
c'est quelqu'un qui est focus. Je pense que quand je regarde ça, c'est une qualité. C'est une fonceuse. Elle va jusqu'au bout. C'est une guerrière. Une guerrière avec qui il m'est arrivé d'avoir des bagarres à distance. Sur des choses, sur des principes. Parce que c'est une femme de principe qui croit. Et sur ce point, je veux dire, je pense que ce sont ces principes-là qui l'ont menée là où elle est aujourd'hui. Croire toujours avec sincérité et avec détermination. Bravo pour ta réussite. Bravo, il y a encore du chemin à faire, sans doute. Je sais que tu vas gueuler. J'imagine d'ici te tenant devant moi avec ta voix grave, me menaçant. L'époque des menaces est terminée. On a eu des bagarres, on va bagarrer sur des idées, sur le dernier livre. Tiens, sur Jean d'Ormesson qui est décédé. On va parler de beaucoup de choses, mais je sais qu'on va bagarrer. Sur quel terrain? Je ne sais pas, mais je sais que ce sera sur le terrain de la passion. Je t'embrasse. Mireille, c'est un livre, hein, Mireille. D'écrit Mireille, c'est un peu comme si on demandait de parler de quelqu'un qui est un personnage parfois, j'ai envie de dire atypique. Parce qu'elle part au quart de tour. Hein. Au quart de tour. Mais ce qui est bien, c'est que quand elle se rend compte que elle n'est pas sur le bon chemin, elle s'est rebroussée chemin et demandé pardon. Ah, je m'excuse, tu avais raison finalement. Donc c'est quelqu'un qui est aussi très sensible, hyper sensible. Et je pense que elle cache sa sensibilité derrière des fois le punch qu'elle a et tout ça. Écoute Mireille, qu'est-ce que je vais te dire aujourd'hui? Que tu prennes davantage conscience du rôle que tu as aujourd'hui, mais aussi que du point de vue personnel, que tu penses maintenant à toi. Je pense que tu as déjà beaucoup donné pour les autres. Il est temps que tu penses à toi, que tu donnes un peu plus de temps à notre magnifique fille. Le travail, ça ne finit pas. La famille, ça ne finit pas. Tu es la sœur que Dieu m'a donné d'avoir. Et tu me complètes, quoi. Donc voilà. Je suis ici ce soir pour témoigner du courage auquel ma fille Mireille Fomekon fait face. C'est une extrêmement brillante jeune femme. Depuis l'école primaire mixte de Coléré où elle a fait son cycle école primaire à Garoua. Et bien un jour, Mireille arrive, elle me dit maman, Monsieur Rigobert Diabongué et Oden Doumbé et Feu Daniel Zokambassa me proposent de faire une émission de radio pour 5 000 francs CFA. Je lui dis, ok Mireille, j'accepte parce que je voudrais te donner le goût du travail. Mais ton taxi va me coûter 10 000, j'accepte quand même. Mais je te demande une seule chose, de me ramener le baccalauréat. Chemin faisant, Mireille m'a surpris, elle m'a ramené le baccalauréat et dans le même ordre d'idée, Mireille a arraché une bourse de la coopération française avec ces petites émissions de radio où elle est partie en France au CSPJ où elle a commencé sa longue carrière. Aujourd'hui, elle est devenue une puissante femme d'affaires. Tu fais ma fierté. Merci ma fille. Je t'aime très fort et je prie le Dieu Tout-Puissant que tu sois toujours la tête et que tu ailles de l'avant dans tout ce que tu fais. Et voilà, je t'embrasse, je t'aime. Ta maman. Bisous. Ah là là, beaucoup d'émotions. On s'était dit, elle va pas pleurer, mais elle a craqué là, bien. Oui. Ah oui, quand on voit sa maman. Ah là là. Sa maman bon, on va la laisser. Oui, on va laisser pour quelques minutes. Reprendre un tout petit peu ses esprits. Je vois que c'est Yolande qui avait raison. Elle cache sa grande sensibilité derrière. Oui, elle est super sensible. Elle est sensible, elle est sensible. Oui, Big Tango. Et voilà, notre invitée s'est remise de ses émotions. Elle peut bien répondre à nos questions maintenant, surtout après avoir vu la surprise. Alors Mireille, ça fait quoi de voir des personnes comme ça qui parlent aussi bien de vous, parlent aussi bien?
Je sais pas, là, je sais pas trop quoi dire. Elle n'est pas encore revenue. Hein. Je me demande toujours comment vous avez fait pour avoir ma mère. Ma mère vit en France, donc c'est quelque chose... Alors, on vous sent cassé, tout ému et autres. On espère que vous allez retrouver votre punch, peut-être après cette question-là. Car l'unanimité, quand même, à l'issue de ces interventions-là, c'est que Mireille, c'est quand même une femme qui a un fort caractère. Qui disent même que vous êtes un homme. Ah oui, Richard Quecot. Oui. Ça aussi, c'est... Richard a été mon patron, donc c'était aussi une belle surprise. C'est vrai que c'était très court. Et en plus, on ne lui rend pas l'hommage qu'il mérite. Richard est une icône de la publicité et du marketing. C'est un stratège hors pair. Il faut savoir que avec d'autres personnes que je ne citerai pas ici, c'est l'auteur de la stratégie de lancement de Mobilis au Cameroun. Pendant que Daniel Nélé a fait la partie créative, Richard et d'autres personnes ont fait la partie stratégique. Donc c'est vraiment de voir Richard parler comme ça. Moi, il pense que c'est un... Moi, je ne suis pas choquée qu'on pense que je sois un homme. Dans un monde sexiste où les femmes sont à chaque fois ramenées à leurs conditions de femmes, à leur statut sexuel, pour moi c'est plutôt un compliment que les gens me... Après, oui, je suis féminine. Hein, bien. Voilà, mais ce qui va se passer maintenant, Mireille, c'est que tu vas jouer. D'accord. Oui, un peu de jeu avec toutes ces discussions qu'on a eues, ce serait pas mal pour le cerveau. D'accord. Parce que c'est pour la bonne cause, évidemment. Mais il faut savoir que c'est pour la bonne cause, naturellement, parce que si jamais tu trouves qui se cache derrière ce puzzle, eh bien l'association La Colombe que tu as choisie va repartir avec un bon d'achat d'une valeur de 150 000 Ah, j'ai intérêt à trouver. Offert par les femmes. C'est pour aider les enfants, c'est pour aider, je crois, les enfants abusés sexuellement. Ah non, on a intérêt à trouver. On a intérêt à trouver. Alors on va y aller. On va avec le puzzle. Et voilà. Alors, vous voyez quelque chose? Là, elle peut pas. Je vais vous aider. Là, elle peut pas. On peut l'aider tout de même. C'est l'image d'une femme. D'une femme. Et c'est une vieille photo d'une femme. C'est une vieille photo. Ah bon? Très vieille photo, oui. C'est une femme que vous avez connue dans les années 90. 90? Oui. Ah là, c'est assez compliqué, ça. Est-ce qu'on peut avoir la deuxième possibilité? Même là, ça va être compliqué. Voilà, même là, ça va être compliqué. Ah, tu n'as pas été très dans les années 90 à Douala. Ah, c'est dur. Vous l'avez... L'image a été publiée en plus sur Facebook. C'est... Comment dire? C'est une femme qui nous a inspiré d'une certaine manière dans le milieu du journalisme. C'est une femme qui vous faisait rêver. C'est une femme... Soden Doumbel. Il n'y a aucun doute. Soden Doumbel. Bravo. C'est la grande sœur que Dieu m'a donnée. J'aime et j'adore cette femme. Voilà. Donc voilà. C'est l'une de nos plus grandes chances dans l'audiovisuel dans ce pays. Et moi j'ai eu beaucoup, mais je vous parlais de chance. J'ai eu beaucoup de chance d'être aux côtés de gens comme ça, qui m'aient donné ma chance. Voilà. C'est vraiment à la fois un honneur et une chance. Je tenais à revenir sur les témoignages. Vraiment, j'insiste pour y revenir. Parce que tout à l'heure, j'étais vraiment perturbée. Alex Azebazé. Alex Azebazé. C'est probablement mon meilleur ami sur cette terre. Alex Azebazé, c'est mon tout. Quand je suis perdue dans la vie, que ce soit au plan personnel, au plan professionnel, c'est la personne vers qui je me tourne. On m'annoncerait la chose, essayez d'imaginer la chose la pire au monde qu'on puisse annoncer à quelqu'un. La seule personne à laquelle j'en parlerai, ce serait Alex Azebazé. Je lui fais une confiance qui n'a pas de nom. Puis vous m'avez vraiment perturbée de voir Yolande Baudian. Yolande, ça a été une belle rencontre professionnelle au départ. Et puis je me suis rendu compte que c'était ma sœur, qu'on avait des choses en commun, qu'on a des atomes crochus. Et elle a raison, je ne la vois pas autant que je devrais la voir. C'est une femme extraordinaire. Quand vous regardez son parcours, elle fait des choses que les gens peuvent essayer de critiquer, mais qui sont magnifiques.
Franchement, je me dis, je suis bénie de Dieu d'avoir des gens comme ça. Et pour parler de Thierry Gervais-Gango, oh là là, saltimbanque. Il a raison. Mais je pense que ce qui est important, c'est le respect qu'on doit à l'autre, le respect de la différence. Il faut accepter qu'on ne soit pas d'accord sur des sujets précis. Et donc, oui, vraiment, Joyce, Soflane, Juliana, je ne sais pas quoi vous dire. Du coup, je me rends compte que c'est moi qui dois vous dire merci de m'avoir invité. J'hésitais de venir dans cette émission et j'hésitais très honnêtement. Alors, on va se quitter dans un instant, mais avant, on va retrouver Maître Valère avec sa super recette. Alors, pour ce soir, ce sera alors des bûches de Noël, puisqu'on est en décembre. Des bûches de Noël avec Baileys. On regarde. Salut les ladies, pour ces fêtes de fin d'année, nous avons eu l'opportunité d'avoir la crème de Baileys qui nous permet d'avoir des inspirations. Regardez comment c'est chic, c'est plein là, la table est pleine et garnie. Attention, les fêtes, la crème de Baileys qui nous inspire. Pour l'idée géniale que nous allons vous proposer aujourd'hui à travers la crème de Baileys, c'est le festin pour les fêtes de Noël et Nouvel An. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est comment réaliser une bûche de Noël à base de la crème de Baileys. Pour donc réaliser notre bûche à base de la crème de Baileys, nous avons ici de sirop de sucre allégé, déjà cuit. On va y ajouter naturellement, oh que c'est génial, notre crème de Baileys comme ceci. Voilà ce que ça fait. Voilà ce que ça fait. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Je vous assure à la maison. Essayez-en. Alors, je fais naturellement le mélange de mon sirop. Vous imbibez votre sirop. Ainsi de suite. Imaginez-vous la saveur de la crème de Baileys, ce que ça vous fait. C'est magnifique. Un avant-goût. Nous avons ici notre ganache qui est tout simplement chocolat additionné de la crème fraîche et puis le blanc d'œuf. Vous y allez comme ça, no stress, vous continuez, ainsi de suite. On passe à la roulade. Vous faites ceci sur un papier silicone ou un papier sulfurisé. Moi j'utilisais le papier sulfurisé. Vous faites ceci. Comment ceci pour rouler? Vous faites ceci. Et après, vous remontez comme ça. Voilà. Vous faites ceci. Voilà comment j'ai serré. Vous serrez un tout petit peu. Et vous détachez. Voilà la première étape de notre biscuit roulé. Troisième étape. Voilà la crème qui était apprêtée. C'est une crème, c'est une chantilly. Et cette chantilly est faite à base de la crème de Baileys. Toujours pour avoir la saveur. C'est ce que nous recherchons ici. Très important. Je récupère une partie de la crème chantilly que je mets là, ainsi de suite. Je fais ceci, le même geste. Oh voilà, c'est bon. On y va comme ça. Ainsi de suite. Je fais ceci. Vous continuez comme ça. C'est tout simple, hein? Tout simple, le même geste. Je vais utiliser ici pour faire un semblant de sève. Ici, j'ai le chocolat, la poudre de cacao. Cette étape, après je fais ceci. Pop. Après je fais ceci, ainsi de suite. Après je fais cela. Vous voyez le geste? Maintenant, on peut ajouter une petite signature, hein, juste pour donner de l'éclat à notre bûche. Vous faites ceci. Pourquoi pas? C'est pas mauvais. Vous faites ceci. Pourquoi pas? C'est gentil. Vous faites ceci. Pourquoi pas? Mais voilà. Cette bûche à base de la crème de Baileys est interdite au moins de 18 ans. Attention. Salut les ladies. Bye bye. Et bon appétit. Bonne fête.
sur ce plateau et c'est pour se dire au revoir. C'est vrai que se séparer c'est difficile hein, quand les femmes se retrouvent. Ah, ça allait vite. Oui, ça allait très très vite. Très vite. Hein. Eh bien Mireille, on a été ravis. On ne sait pas combien de fois le dire, de t'avoir parmi nous. Oui. C'était un échange très très riche. Ouais, je pense que ça a pu édifier un nombre impressionnant de femmes et surtout des jeunes. Des jeunes femmes qui pensent qu'il suffit d'avoir une belle plastique pour réussir. Donc il faut travailler énergiquement, vous l'avez si bien dit. Merci beaucoup Mireille d'être passée. On croit qu'elle a suscité des vocations ce soir encore. On est très heureuse d'avoir pu l'amener à le faire. Je le dis, on le dira jamais assez, nous sommes dans une société qui a besoin de repères et de modèles. Et quand c'est au féminin, on l'accueille à bras ouverts. Merci. Voilà. Merci Mireille. Un dernier mot avant qu'on se quitte. C'est que je ne me considère pas comme un modèle, Joyce. Je refuse. En tout cas, je refuse de dire que quelqu'un va dire sous la table, elle fait encore sa modeste. Oui, c'est très possible. Non, mais franchement, j'ai la quarantaine naissante et j'ai un parcours, de mon point de vue, qui est en devenir, qui est en construction. Moi, je n'ai pas du tout l'impression d'avoir un parcours abouti. Il y a tellement de choses à faire. Nous sommes dans un pays où tout est à faire, où tout est à construire. Essayons de voir, en mettant nos forces en commun, comment est-ce qu'on invente un nouvel avenir, comment est-ce que nous qui sommes mamans, qu'est-ce que nous promettons, quelle est la promesse que nous faisons à nos enfants demain. Pour terminer, l'éthique entrepreneuriale, prenez le temps qu'il vous faut dans la vie, commencez par travailler, ayez des parcours, et puis au bout d'un parcours, vous faites un point et vous vous dites est-ce que j'ai envie de me lancer, vous vous lancez. Et voilà, Soflane, Juliana, ma Joyce, j'espère qu'un jour, et c'était ma dernière suggestion, je serai ici comme présentatrice et que je recevrai Joyce. Pourquoi pas? On va essayer. Merci, on va dire merci. C'est pas mon dernier mot. Oui, merci Mireille, merci. On va dire merci à tous ceux qui nous regardent, parce qu'il y a aussi des messieurs, on a des enfants qui ne sont pas là, mais ils sont là. Ils sont bien assis avec des fois leurs dames en train de nous regarder. Bien des choses à vous et à l'édition prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Permettez-moi de profiter de ce moment pour rendre un hommage à quelqu'un. Papa Fomukon Jean, dont Mireille aujourd'hui est le successeur. À l'Ouest, c'est comme ça qu'on appelle. Il m'a pratiquement confié ses volontés, notamment en me parlant beaucoup de sa fille, de Mireille, avec qui il avait une relation d'une extrême fusion. Mireille, c'est quelqu'un qui, pour son père, qui pourtant a, je crois, 4 ou 5 garçons, était comme un roc pour lui. Bonjour Mireille Fomekong, ma Mimi à moi. Voilà, Suzy, ta meilleure amie d'enfance, ta sœur, plus qu'une sœur d'ailleurs. Voilà, Mimi, je viens aujourd'hui te rendre un petit hommage, un petit témoignage. Merci Mimi parce que tu m'as toujours donné l'amitié qu'il faut, parce que cette amitié, elle est indestructible et je suis fière de toi. Voilà Mimi, c'est toi, cette femme forte, intelligente, battante, dynamique, progressiste, féministe, toutes les qualités, voilà. Donc je te fais de gros bisous, ma copine adorée, ma sœur. Bisous, bisous, bisous. Reste telle que tu es.
avez regardé Ladies Break avec Bailey's.